Ce chapitre 3 de ce cours de mécanique du fluide porte ou bien concerne la dynamique du fluide réel ou visqueux. Dans le chapitre précédent, nous avons supposé que le fluide était parfait pour appliquer l'équation de conservation de l'énergie. Alors, l'écoulement d'un fluide réel est plus complexe que celui d'un fluide idéal. En effet, il existe des forces de frottement dues à la viscosité du fluide qui s'exercent entre les particules de fluide et les parois, ainsi qu'entre les particules elles-mêmes. Alors, pour résoudre un problème d'écoulement d'un fluide réel, alors on fait appel à des résultats expérimentaux effectués par Reynolds. Considérons un écoulement entre deux points 1 et 2 d'un fluide réel dans une conduite. Le point 1 est caractérisé par une pression P1, une section S1, une vitesse V1 et une cote Z1. De même pour le point 2 caractérisé par P2, S2, Z2, V2. Les forces de frottement qui existent au sein du fluide diminuent l'énergie mécanique du fluide en mouvement dans la conduite. L'énergie mécanique ainsi perdue, qu'on appelle perte de charge, s'est transformée en une autre forme d'énergie non mécanique, notamment donc en énergie thermique. L'équation de Bernoulli pour un fluide réel en écoulement dans une conduite entre un point 1 et un point 2, alors s'écrit sous cette formule-là, où le delta P représente l'ensemble des pertes de charge entre le point 1 et le point 2. Dans le système international, cette perte d'énergie par frottement visqueux s'exprime en pascal. Alors, pour mettre en évidence ces frottements qui sont dus donc à la viscosité de liquide, nous considérons deux couches animées respectivement de vitesse V et V plus delta V. Soit delta X, la distance qui sépare ces deux couches-là, et soit deux éléments de même surface pris sur ces deux couches. Alors, la norme de la force F de frottement exercée par une couche sur l'autre, alors il est proportionnel à la surface S de contact entre les deux lames liquides et à delta V, et inversement proportionnel à delta X, qui est la distance entre les deux couches. Alors, Newton a proposé la formule suivante pour cette force de frottement, telle que F est égal à eta fois S delta V sur delta X, où le delta V sur delta X représente le gradient de vitesse appelé encore taux de cisaillement. Alors, quant à eta, qui est un coefficient caractéristique du fluide, c'est par définition le coefficient de viscosité. Elle caractérise les frottements internes ou intermoléculaires à l'intérieur du fluide. Dans le système international, l'unité de viscosité est le poids-œil, tel que un poids-œil, c'est 1 pascal seconde. La viscosité qu'on vient de définir exprime le degré de résistance d'un fluide aux forces qui lui sont appliquées. Elle traduit la difficulté à faire s'écouler ou s'étaler un fluide. Cette notion de viscosité et de gradient de vitesse, appelée aussi vitesse de cisaillement, vont nous permettre de comparer les différents types de fluides et de mieux les comprendre. Au sein des fluides réels, on peut distinguer alors entre fluide newtonien et fluide non newtonien. On appelle fluide newtonien un fluide dont le coefficient de viscosité est constant à pression et à température constante et est indépendant en particulier des gradients de vitesse tels que par exemple l'eau. Par contre, les fluides ne respectant pas ces conditions, c'est-à-dire dont la viscosité varie avec le gradient de vitesse comme on le voit sur la figure, on les désigne alors sous le nom de fluide non newtonien tel que par exemple le sang. Pour une suspension de particules dans un solvant, la viscosité état de la suspension est donnée à partir de la viscosité état 0 du solvant par la loi d'Einstein, telle que état, c'est état 0 facteur de 1 plus kV. La constante K est une caractéristique de la suspension. Il dépend de la forme de la molécule. Alors, pour des particules sphériques, cette constante vaut à peu près 2,5. Alors, le V étant la fraction volumique en espèces,
c'est-à-dire que c'est le volume occupé par l'ensemble des particules par unité de volume de la suspension. Cette relation qu'on vient de présenter est valable uniquement dans le cas d'une suspension très diluée et pour des particules grandes par rapport aux particules du solvant. Contrairement au fluide parfait, dans un fluide réel, les particules élémentaires se déplacent à des vitesses variables en fonction des interactions, notamment avec les parois du tube. Lors des expériences réalisées lors de l'écoulement d'un liquide dans une conduite cylindrique rectiligne, alors on montrait l'existence de deux régimes d'écoulement, un régime laminaire et un régime turbulent. Commençons donc tout d'abord par définir l'écoulement laminaire. Alors l'écoulement laminaire se produit dans le cas des fluides suffisamment visqueux. Les trajectoires des particules du fluide restent parallèles à la paroi de la conduite. En d'autres termes, les couches du liquide s'écoulent concentriquement les unes sur les autres sans qu'il y ait de mélange. Cet écoulement est caractérisé donc par une seule direction de la vitesse. Mais par contre, quand la vitesse d'écoulement est très élevée, les vecteurs vitesse ne sont plus parallèles. Alors dans ce cas-là, on dit que le régime d'écoulement est un régime turbulent. Pour distinguer quantitativement les deux types de régimes observés, c'est-à-dire laminaire et turbulent, alors on utilise un critère basé sur le nombre de Reynolds. C'est un nombre sans dimension. Alors en fait, l'ingénieur anglais Osborne Reynolds avait réalisé donc une étude de régime d'écoulement en fonction de différents paramètres et a montré que la transition du régime laminaire au régime turbulent ne dépend que d'un seul facteur que RE, qui est le nombre de Reynolds. Alors ce facteur-là donc, est donné par l'expression ρVd sur état, où ρ c'est la masse volumique du fluide, en kg par mètre cube, V c'est la vitesse moyenne d'écoulement en mètres par seconde, D c'est le diamètre de la conduite, et état la viscosité du fluide en pascal seconde. Alors, pour des valeurs de ce nombre-là inférieures à 2400, le régime d'écoulement du fluide est dit laminaire. Mais si la valeur du nombre de Reynolds est compris entre 2400 et 10 000, ben le régime est dit instable. Mais si la valeur dépasse 10 000, ben le régime dans ce cas-là est dit turbulent. Les trois paramètres ρVd qui apparaissent dans l'expression du nombre de Reynolds agissent dans le sens direct. C'est-à-dire que le régime aura tendance à être turbulent lorsque la vitesse moyenne, le diamètre et la masse volumique du liquide augmentent. Par contre, la variable état, qui traduit la viscosité, agit en sens inverse. C'est-à-dire que le régime sera d'autant plus turbulent que la viscosité sera plus faible, c'est-à-dire que le liquide sera plus fluide. La valeur seuil de 2400 permet de définir donc une vitesse, dite vitesse moyenne critique, donnée par 2400 états sur ρ fois d. Pour des vitesses V inférieures à Vc, le régime est laminaire. Mais pour des vitesses V supérieures à Vc, le régime aura tendance à devenir instable, avec donc une possibilité de transiter vers le régime turbulent. Lors de l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux dans une conduite cylindrique horizontale de longueur L et de rayon grand R, la vitesse moyenne d'écoulement dans la conduite n'est pas la même en différents points de la section du tube. Alors à partir des considérations très simples, on peut montrer que la vitesse moyenne VR à une certaine distance R de l'axe du cylindre est donnée par l'expression ΔP sur 4 état L facteur de grand R carré moins petit r au carré, où le ΔP représente les pertes de charge lors de l'écoulement laminaire du fluide. Cette expression
de vitesse traduit un profil de vitesse parabolique analogue à celui représenté dans cette figure. Alors, on tire de cette expression de la vitesse d'écoulement d'un fluide dans une conduite cylindrique que la couche de fluide en contact direct avec la paroi du tube a donc une vitesse nulle quand le petit r égale grand R. Alors ce résultat montre que cette couche adhère aux parois de la conduite. Alors qu'au centre du cylindre, c'est-à-dire quand le petit r est égal à 0, la vitesse moyenne d'écoulement est maximale. Alors on retient donc que lors d'un écoulement laminaire, dans une conduite cylindrique horizontale, la vitesse d'écoulement est maximale au centre et nulle au niveau des parois. D'après cette figure, on voit si on fait couler un liquide visqueux, on constate que les hauteurs de liquide au point A et B ne sont pas les mêmes et que les pressions sont telles que P2 inférieur à P1. Cette différence dans les pressions au cours de l'écoulement est due à une perte d'énergie du liquide. Alors pour les fluides parfaits sans viscosité, alors nous avons vu que leur écoulement en régime permanent est décrit par la loi de Bernoulli, que nous avons établie en appliquant la loi de la conservation de l'énergie mécanique. Alors on peut reprendre le même raisonnement de calcul en introduisant les forces de frottement pour calculer les pertes de charge delta P. Dans le cas d'un écoulement laminaire, cette perte d'énergie est donnée par la loi de Poiseuille, telle que delta P égale 8 eta L QV sur pi R4. Alors le eta désigne la viscosité du liquide. Il est exprimé en pascal seconde, L étant la longueur de la conduite supposée cylindrique en mètres, et QV représente le débit volumique d'écoulement en mètres cubes par seconde, et R représente donc le rayon donc de la conduite en mètres. Alors, cette relation constituant la loi de Poiseuille montre que la perte de charge est proportionnelle à la longueur de la canalisation. Il augmente quand la longueur de canalisation augmente, aussi proportionnelle à la viscosité du liquide. Plus le liquide est visqueux, plus le frottement, donc la perte de charge augmente. De même avec le débit, plus le débit augmente, plus les forces de frottement augmentent pour un diamètre identique. Par contre, les pertes sont inversement proportionnelles au rayon de la conduite. Quand le rayon diminue, la perte de charge augmente considérablement. C'est-à-dire que le liquide a plus de difficultés à s'écouler, donc le frottement augmente pour un débit identique. J'attire votre attention sur le fait que la loi de Poiseuille qu'on vient de présenter ne s'applique pas pour un écoulement turbulent. Elle est valable uniquement dans le cas d'un écoulement laminaire dans une conduite cylindrique et horizontale. Alors, dans ces conditions de validité de la loi de Poiseuille, alors on peut lier la vitesse moyenne d'écoulement à la vitesse maximale dans la conduite qu'on avait établie précédemment. En partant donc de la loi de Poiseuille et en remplaçant le débit volumique par son expression, sachant que la conduite est cylindrique, alors donc on peut montrer que la vitesse moyenne d'écoulement est la moitié de la vitesse au niveau donc de l'axe du cylindre. Lorsqu'un liquide s'écoule dans un tuyau, la pression diminue lorsqu'on se déplace dans le même sens de l'écoulement. Cela est causé par la viscosité des liquides. La résistance à l'écoulement, appelée encore en physiologie la résistance vasculaire, est définie par le rapport de la perte de charge delta P au débit volumique QV. Alors cette quantité s'exprime en pascal seconde par mètre cube. Dans le cas d'un écoulement laminaire, dans un tube de rayon R et de longueur L, d'après la loi de Poiseuille, donc on peut tirer l'expression de la résistance à l'écoulement RF comme étant 8 eta L sur pi R les puissance 4. Avec cette expression de RF, la loi de Poiseuille peut s'écrire tout simplement delta P
RF fois QV. Alors, il est possible d'établir une analogie entre l'écoulement d'un fluide dans une conduite et le passage du courant électrique dans un conducteur. Alors donc en rapprochant les deux lois, la loi de Poiseuille et la loi d'Ohm, donc on voit très bien que la perte de charge joue un rôle comparable à la différence de potentiel. Le débit volumique est équivalent à l'intensité de courant électrique et la résistance à l'écoulement est équivalent à la résistance électrique. Alors comme c'est le cas pour les résistances électriques, alors les résistances à l'écoulement peuvent aussi être placées soit en série, soit en parallèle. Alors si les tubes sont associés en série, le débit volumique est le même pour toutes les sections et les pertes de charge s'ajoutent. Donc en écrivant ceci, c'est-à-dire que la perte totale, c'est la somme des pertes au niveau de chaque conduite, alors qu'on exprime bien sûr en fonction de la résistance et des débits. Donc en développant les calculs, donc on peut tirer donc l'expression de la résistance équivalente à l'écoulement comme étant la somme des résistances au niveau donc de chaque conduite. Alors que dans le cas où les conduites sont montées en parallèle, on a la même perte de charge pour l'ensemble des conduites, mais par contre les débits sont différents. Alors en traduisant ces données en équations mathématiques, en écrivant que le débit total est la somme des débits au niveau de chaque tuyau, alors on peut tirer facilement la loi d'association des résistances à l'écoulement quand ils sont placés en parallèle. La loi est donnée par l'équation rouge où RF est la résistance équivalente et R1, R2, Rn représentent les résistances des tuyaux. Ce dernier chapitre du cours de la mécanique des fluides porte sur les applications biologiques. Plus précisément, l'attention sera focalisée sur la circulation sanguine et sur les propriétés du sang. Je rappelle que le sang est un fluide non newtonien, c'est-à-dire que sa viscosité ne dépend pas uniquement de la pression et de la température, mais il dépend aussi de la vitesse et de la concentration en macromolécules. Alors, comme je viens de préciser dans le cadre de ce chapitre de l'hémodynamique, qui traite de l'application des lois de l'hydrodynamique à la circulation sanguine, alors, il convient d'abord de définir trois facteurs importants qui sont le débit sanguin, la pression sanguine, la résistance vasculaire et d'étudier leur rôle dans la physiologie de la circulation sanguine. Mais tout d'abord, on va définir brièvement le sang. Donc, le sang est un liquide rouge biologique circulant dans les artères et les veines sous l'impulsion du cœur. Alors, pour ces principaux constituants, donc on trouve le plasma, les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs, et bien sûr d'autres constituants. Alors, il a plusieurs fonctions biologiques. On peut citer par exemple la diffusion des éléments nutritifs dans tout le corps, l'évacuation des déchets métaboliques, le transport des cellules immunitaires et bien sûr d'autres fonctions. Le débit sanguin est le volume du sang qui s'écoule dans un vaisseau, dans un organe ou dans le système cardiovasculaire. Ce débit volumique n'est pas constant, mais varie fortement suivant les besoins des organes. Quant à la pression sanguine, elle est définie comme étant la force par unité de surface que le sang exerce sur un vaisseau. Elle dépend de l'instant où l'on mesure par rapport au cycle cardiaque. Parce que le cœur expulse le sang dans les artères, on s'installe avec une forte pression qui diminue ensuite en diastole quand le sang revient au cœur par les veines. La pression artérielle systolique est de 130 mm de mercure.
et de 80 mm de mercure en phase diastolique. Ces pressions dépendent de l'endroit du corps où on les mesure et sont variables avec la posture, car il existe une influence non négligeable de la pesanteur sur la répartition des pressions sanguines. Dans le même contexte, et puisque la pression artérielle monte et descend à chaque battement du cœur, la valeur à retenir est la pression artérielle moyenne. Cette pression qu'on peut calculer en tenant compte de la durée relative des deux phases, systolique et diastolique. La valeur de la pression artérielle moyenne est donnée par la pression artérielle durant la phase systolique plus 2 fois la pression artérielle durant la phase diastolique divisé par 3. Passons maintenant à l'étude de la viscosité du sang. Je rappelle que le sang est un fluide non newtonien dont la viscosité varie fortement avec la concentration en globules rouges. Cette figure montre la variation de la viscosité du sang en fonction de l'hématocrite. L'hématocrite, c'est le volume du globule rouge sur le volume total du sang. Chez un sujet adulte sain, l'hématocrite varie entre 36 et 46% pour une femme et 40 et 50% pour un homme. Dans des conditions pathologiques, l'hématocrite peut descendre jusqu'au 20%. Alors on parle dans ce cas d'anémie. Et aussi peut monter jusqu'à 70%. On parle alors de polyglobulie. En cas de polyglobulie, la viscosité augmente, induisant ainsi à une augmentation parallèle des résistances, comme montre cette équation qui donne la résistance RF, qui est fonction donc de la viscosité. Alors donc quand la résistance ou bien quand les résistances augmentent, alors automatiquement l'effort sur le cœur augmente. Ces phénomènes peuvent avoir des conséquences graves sur la perfusion sanguine et sur l'apport d'oxygène par la circulation. Alors qu'en cas d'anémie, la viscosité diminue fortement, entraînant ainsi une augmentation de la vitesse de circulation du sang et par suite au flux. L'anémie entraîne donc une accélération cardiaque. Un autre point très intéressant dans le cadre de ce chapitre concerne les régimes d'écoulement dans les vaisseaux. Alors on peut dire que dans la majorité des vaisseaux, le régime d'écoulement est laminaire, sauf dans deux situations où on peut observer un régime turbulent au niveau de l'aorte, c'est-à-dire soit au cours d'un effort intensif ou bien en aval d'une sténose vasculaire. Alors, je rappelle que l'écoulement laminaire est caractérisé par un nombre de Reynolds inférieur à 2400 et que le régime turbulent par un nombre de Reynolds supérieur à 10 000. Le régime turbulent à l'effort est un souffle innocent. Une telle observation est fréquente chez les jeunes sportifs. Alors que la turbulence au niveau des sténoses vasculaires s'explique par le fait qu'il existe une accélération du flux qui peut provoquer du turbulence à la sortie de la sténose vasculaire. Alors ce phénomène produit des bruits, contrairement à l'écoulement laminaire qui est un écoulement silencieux. On termine donc ce cours par regarder les effets des parois vasculaires. Alors, contrairement aux conduites rigides que nous avons considérées dans les chapitres 2 et 3, le vaisseau possède des parois souples qui peuvent se déformer quand une onde de pression arrive. Alors, d'un point de vue physique, ce phénomène qu'on observe au niveau des artères qui sont soumises à une circulation pulsée se traduit par l'existence d'une composante radiale de la vitesse circulatoire, en plus bien sûr de la composante axiale traditionnelle.